Alors, je aussi? dirais juste que Clémentine, c'est ma petite queen des girl boss, mais je pense qu'elle va se OK, présenter mieux que moi. Et d'accord. bienvenue en tout cas à toi une fois de plus. Et franchement, je pense que voilà, les personnes qui sont avec nous en live, prenez vraiment le temps d'interagir sur le chat. Celles qui nous regarderont en replay, mettez hashtag replay. Et prenez vraiment des notes. Comme vous le savez, j'aime beaucoup dire money makers are not takers. Donc, les personnes qui Mmh. gagnent de l'argent sont des personnes qui prennent des notes. Et ça va être un Mmh. C'est échange vrai. super instructif et inspirant, j'en suis sûre. Donc, Clémentine, à toi la parole. Alors moi, c'est Clémentine, j'ai 26 ans et j'ai fondé la marque, Destination Girl Boss. Je suis entrepreneur depuis 2020, donc depuis 5 ans maintenant et à temps plein depuis 3 ans et demi et moi, mon job, c'est d'aider les femmes, prestataires de services à faire de l'argent, à gagner, leur vie avec leur activité, augmenter leur chiffre d'affaires et j'ai une petite spécialité, c'est que j'accompagne principalement les assistantes virtuelles et les community managers, dans mes clientes. J'en ai accompagné plus de 155, aujourd'hui. Donc waouh! 155 assistantes virtuelles et community manager. Mais dis-moi, comment tu en es arrivé à, proposer ces accompagnements? C'est quoi ton histoire? Est-ce que tu t'es reconvertie aussi? Parce que moi, toutes les histoires de reconversion m'intéressent également. Mmh. Bah, vu que je suis assez jeune, j'ai pas, encore eu le temps de faire une reconversion. Ça a plutôt été un parcours, «logique» entre guillemets. De mon côté, j'ai fait un master en stratégie digitale et Mmh. en fait, pendant mes études, j'étais vraiment hyper intéressée par la communication et cetera et en fait, pour me faire repérer à la base par les recruteurs, parce que Mmh. je me disais: «Bon, bah, je vais essayer de trouver des alternances puis un CDI». J'ai développé ma marque personnelle, sur LinkedIn. J'ai commencé à poster en 2019 sur le réseau. À Mmh. l'époque, d'ailleurs, il y avait pas trop de créateurs de contenu, puis j'étais plus jeune quand même, que la moyenne, des personnes, sur LinkedIn. J'avais 19 ans quand j'ai commencé et je Mmh. me disais: «Bah, enfin, faut que je me démarque des étudiants qui ont un simple CV» et c'est ce qui m'a motivée à commencer, en fait. Donc je me suis développée sur LinkedIn, je faisais des publications, j'ai créé mon blog à l'époque d'actualité digitale. J'écrivais des articles de blog, je les relayais sur LinkedIn et après je me suis lancée sur Insta. Donc ça, c'est comme ça qu'en fait j'ai commencé à me faire connaître, à développer un peu ma propre marque et ça m'a permis de trouver des alternances en agence de communication. Et donc, bah, je gérais en fait plein de clients sur, les réseaux sociaux, voilà, plein de marques différentes et cetera. J'étais très autonome et je me suis dit: «Ah mais en fait une compétence ça se vend». En Ouais. fait, j'ai eu ce déclic parce que ça peut sembler évident pour les gens qui nous regardent, mais à la base, moi, il y avait pas d'entrepreneur dans ma famille, donc j'avais pas forcément cette conscience-là et du coup, je me suis dit: «Je vais faire ça en parallèle de mes études, voilà, ça va en plus de mon alternance, ça me fera un revenu complémentaire». Donc c'est ce qui m'a poussée en fait, à me lancer et du coup, j'ai fait une story Instagram à l'époque pour dire, «Bon, bah, je me lance en tant que community manager freelance». Voilà, Mmh. tout simplement, assez naïvement en fait, j'ai démarré et ça a marché parce que, Waouh! du coup, il y a une personne qui m'a dit: «Ah bah, je connais un DJ qui cherche une CM» et cetera et en fait, c'est comme ça que j'ai trouvé mon premier client, ma première Mmh. collaboration. J'étais toute stressée, j'avais fait un rendez-vous au Starbucks du coin, ouais, vraiment, j'ai improvisé, Tu es où, Clémentine, géographiquement? je suis à Lyon. Ah d'ailleurs, je vois Frédéric, qui est DRH du groupe Apicil, qui m'a vue dans ma première Mmh. alternance. Donc, merci, Frédéric d'être, là du coup, aujourd'hui Mmh. et ouais, je suis sur Lyon et c'est comme ça qu'en fait, j'ai démarré si tu veux Nathalie Mmh et mh. petit à petit, en fait, ça a bien pris mon activité et en parallèle et de mes études et de mon alternance, je commençais à travailler les soirs et les week-ends là-dessus. Donc voilà, OK. c'est comme ça que j'ai démarré et puis, j'avais quand même en tête de prendre un CDI parce que je pensais qu'il fallait être «âgée» entre guillemets, enfin, je me disais: «Il faut que j'aie 20 ans d'expérience minimum pour pouvoir lancer ma boîte». J'avais Mmh. un peu cette croyance. Dites-nous dans le chat s'il y en a qui avaient cette croyance peut-être, aussi, avant d'entreprendre. Du Waouh! coup, en fait, Je j'osais pas trop me lancer. je me permets, Clémentine, c'est rigolo parce que tu es jeune, tu as été formée il y a pas hyper longtemps et on vous a pas dit en formation que vous pouviez démarrer directement, en tant que créateur d'entreprise, en tant que freelance. On continue à Mmh. formater les jeunes sur le format CDI toujours?
Eh ben, c'est une bonne question, Nathalie. Je trouve que oui, quand même, on nous le dit beaucoup. Mmh. Après, quand je suis allée en master de stratégie digitale dans une école privée, ils Mmh. étaient un peu plus ouverts au freelancing. OK. Donc on commençait à en parler et j'avais d'ailleurs des amis qui étaient en alternance dans leur propre entreprise. Donc Mmh. c'est eux aussi qui m'ont donné des petits conseils pour, me lancer et Mmh. là, je suis réintervenue dans mon ancienne école justement il y a quelques semaines et quand j'ai demandé: «Qui veut être entrepreneur?», la moitié des élèves ont levé la main. Ah oui, donc ça a évolué très fort, très vite quand même, hein. Ouais, je trouve. OK. OK, OK. Mais tu dois avoir beaucoup de gens en reconversion dans tes clientes, non? Exactement. Mmh. Ouais, tout à fait. Parce que, donc, juste, pour terminer là-dessus, donc je me suis lancée en tant que CM freelance. J'ai accompagné pas mal de clients et après j'ai eu envie d'aller plus loin et c'est comme ça que j'ai développé mes coachings. D'abord en individuel, puis en groupe et après je me suis entourée d'une équipe pour pouvoir, bah, bien accompagner mes clientes et du coup, effectivement, j'ai beaucoup de reconversions, Mmh. davantage sur, mes clientes assistantes virtuelles parce que c'est beaucoup d'assistantes, de direction qui ont Mmh. été assistantes dans des groupes, dans des PME pendant 20 ans et soit qui en ont eu marre, soit qui ont eu un licenciement économique, soit qui ont fait un burn-out et du coup qui veulent se lancer. Ça représente une grosse partie de ma clientèle. D'accord. Oreille, toi Yes. toi qui es partenaire de Clémentine, qu'est-ce que tu peux dire un peu sur ce marché, sur ce milieu? Moi, je découvre un petit peu tout ça. Yes, Mmh. bah, c'est vrai que, ce qui est intéressant avec, en tout cas, ce que propose notamment Clémentine, c'est qu'on est dans un marché où il y a de plus en plus, notamment, de personnes qui se reconvertissent et c'est Ouais. vrai que, tout ce qui est assistante virtuelle, on voit maintenant également beaucoup de personnes qui se reconvertissent en tant qu'OBM. Mmh. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus et ça permet aux personnes, finalement, de lancer leur activité entrepreneuriale, donc de passer de la casquette, finalement, de salarié à: «Je lance ma propre activité» et finalement, c'est quelque chose qui est naturel, en fait, qui rentre dans une perspective d'évolution naturelle en réalité pour les personnes justement qui veulent reprendre un peu cette liberté sans pour autant avoir de compte à rendre, on va dire, à qui que ce soit. Et surtout, je pense que beaucoup de personnes également, ce qu'elles apprécient par rapport à ça, c'est le fait de pouvoir travailler vraiment de chez elles ou de n'importe où dans le monde, mais sans avoir la contrainte de je travaille pour juste une entreprise, un patron, je rends des Mmh. comptes à une personne, etc. Et c'est vrai que tu es sur un credo, honnêtement, qui est très porteur. Et Mmh. d'ailleurs, c'est ce qui explique également comment aujourd'hui, tu excelles également dans ce que tu fais et comment tu as réussi à développer du coup une boîte qui accompagne à ce jour plus de 155 personnes, il me semble, c'est ça? Ouais. Yes. OK. Alors pour ceux qui ne savent pas, OBM, c'est Online Business Manager. Tout le monde n'est pas forcément dans le business aujourd'hui. En tout cas, super Et intéressant. d'ailleurs, par rapport Ouais? à ce que tu dis, Nathalie, peut-être que tu peux préciser également, c'est vrai, Clem, c'est quoi une assistante virtuelle pour les personnes qui ne sont pas effectivement Exactement. dans ce credo-là? Parce que c'est vrai que souvent, on C'est emploie pas des jargons enfin, qui nous oui, semblent certaines connaissent pas. évidents, mais Mmh. certaines Mmh. personnes ne savent même pas ce que c'est. Il y en a, ils vont confondre ça avec assistante virtuelle avec une IA, etc. Donc, c'est pour ça que ça peut être intéressant Exactement. de préciser. Ouais. On me l'a dit encore à un déjeuner à mon coworking cette semaine: «Ah mais virtuelle», je pensais que c'était en mode ChatGPT, pas du tout. Hmm. C'est une assistante indépendante finalement, à son compte, qui va pouvoir, accompagner les dirigeants pour, qu'ils leur délèguent des tâches et qu'ils gagnent du temps sans avoir besoin d'embaucher une personne en CDI et après les tâches que peut faire une assistante peuvent être très variées. Par exemple, j'ai des clientes qui font la gestion administrative, d'autres de la pré-comptabilité, d'autres de la communication. Certaines ont des spécialités, réponse aux appels d'offres, aide, à l'obtention de Calliope et cetera. Donc il y a plein de possibilités qui existent sur le marché et l'idée en embauchant du coup une assistante indépendante à ses côtés, c'est d'avoir une personne flexible à qui on va pouvoir déléguer plusieurs heures, dans le mois pour nous se reconcentrer sur notre, cœur de métier. Donc c'est une solution qui est vachement flexible comme tu l'as dit. Ça peut être Ouais, quelques heures à gauche, à droite, tu es pas obligé de prendre la personne, à temps plein ou à 80. exactement. C'est vrai que c'est aidant, y compris pour les, clients, même si ça doit pas être forcément évident à articuler, mais je pense on va en reparler. On va en reparler. Alors on a Rodolphe avec nous, on a Frédéric, on a LinkedIn User, donc on a l'utilisateur mystère. On a Gisèle, on a Alda, on a Mathieu. David, Alain, bref, il y a du monde avec nous. Les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Clémentine, tu m'as dit avant qu'on lance que il te restait quelques places dans ton Oui. accompagnement?
C'est ça. Alors là, destination assistante virtuelle, la promo de mai est complète. Mais dans D'accord. mon coaching Destination Girl Boss, donc c'est un coaching qui s'adresse notamment aux pros de la communication freelance, aux community managers qui veulent augmenter leurs ventes. Mmh. Là, dès ce mois-ci, on va lancer une nouvelle promo et il reste seulement 4 places. Donc, mesdames, vous pouvez réserver votre place tout de suite. Je vais concrètement vous coacher pendant 3 mois pour vous aider, bah, tout simplement à mettre en place la bonne stratégie pour augmenter votre chiffre d'affaires. OK. Objectif commercial, très bien. Exactement. Oreille, est-ce que tu as de ton côté une actualité, une offre en ce moment? Alors, j'ai lancé le live sur mon téléphone aussi et j'essaie de le désactiver. OK. Mais bon, c'est OK. double, double connexion. Alors, une actualité. Alors, moi, je suis en train en ce moment d'organiser mon prochain challenge qui va se tenir d'ailleurs la semaine prochaine. Waouh! Donc, du mardi 6 mai au Mmh. jeudi 8 mai. Donc, c'est un challenge vraiment spécial pour les femmes entrepreneurs ambitieuses. Donc, Mmh. coucou les hommes, soyez les bienvenus si vous voulez partager l'information. Mais vraiment, voilà, si les personnes qui nous écoutent sont entrepreneurs, avec un E à la fin, Avec la et entrepreneureux voilà, ou elles, entrepreneuse 2, on prend aussi. voilà, ou entrepreneuse, voilà. Si vous voulez en tout cas, voilà, on va dire retravailler un peu votre stratégie commerciale notamment pour être en Mmh. mesure d'attirer plus de clients et d'augmenter votre chiffre d'affaires, ce challenge est pour vous et contactez-moi juste en DM, je vous enverrai le lien pour ce faire, pour vous inscrire. OK, génial. Bon, Et toi, bah, Nathalie, tu as une actu? tu mignonne, tu penses à moi. Alors moi, dans mes actus, jusqu'à la fin de cette semaine-ci, il y a, une promo, une réduc en fait sur la plateforme, Skillflix qui propose des formations opérationnelles, des programmes également destinés, bah, aux gens effectivement qui, communiquent et qui vendent sur le web. Donc, Mmh. petit prix jusqu'à la fin de cette semaine et si vous voulez le lien, bah, il suffit de regarder sur mon profil, LinkedIn, voilà. Donc j'ai mis le lien et ça se termine dimanche. C'est la plateforme d'accompagnement et de formation de, ma plateforme chouchou qui s'appelle Bonsaï, avec lequel j'ai 1 an de grand historique puisque j'étais, dès le début du projet. Aujourd'hui, il y a plus de 200 000 utilisateurs, enfin, on est en extrême forte croissance. Premier tour de table, il y a une levée de fonds, à Dubaï, il y a enfin, Bravo! c'est le truc, des potes, voilà, donc je suis très contente. Maintenant, j'ai même des parts et tout et ouais, voilà, Skillflix. Si vous voulez voir, un petit peu, bah, quelle est la réduction et puis surtout qu'est-ce que ça propose, suivez le lien et vous allez voir, il y a plus, de 30 formations, hyper quali avec des mentors qui sont tous super spécialistes de leur domaine, que ce soit de la publicité, que ce soit, voilà, bah, tout, enfin, les réseaux sociaux, le commerce en ligne, la communication et cetera. Venez découvrir Skillflix et dans les actus, je vais participer également début juin à un événement qui dure 1 semaine, qui est le sommet de la reconversion. Mais j'en Mmh. parlerai plus tard, voilà. Je serai intervenante. On m'a demandé d'intervenir sur la partie LinkedIn, notamment. Alors, Ah! je serai présente autour de table, mais je vais intervenir spécifiquement vers la fin du sommet sur la partie LinkedIn, voilà et il y aura plusieurs Trop bien. intervenants avec tous des spécialités. Sommet de la reconversion, début juin. C'est mes actus. OK. Voilà. Trop cool, ce sera en ligne ou en présentiel? Ce sera en ligne. D'accord. Mais je vais en parler, un peu plus. Une semaine avec des lives, des vidéos, des tours de table où les gens, pareil, pourront interagir, ça va être un gros truc. 10e édition d'ailleurs, c'est pas la première. C'est Bravo. merci, merci. Alors, comment on, devient assistante virtuelle ou community manager? Est-ce que tu as des hommes dans tes clients ou pas du tout? Alors, dans mes clientes assistantes virtuelles, il y a que des femmes. Et je pense que c'est parce que depuis toujours, même si on revient à avant le métier, même secrétaire et cetera, il y a toujours eu une connotation féminine, une vision très féminine du métier et je trouve honnêtement que ça n'a pas trop changé. Donc il y a OK. des exceptions parce que j'ai déjà échangé sur LinkedIn avec des assistants, indépendants, mais c'est vraiment genre 1. Ça va peut-être évoluer, mais pour le moment, le marché, il est très féminin.
D'accord. Sur le métier de community manager, par contre, là, il y a plus d'hommes. Donc c'est un métier qui est majoritairement féminin, mais il y a aussi des hommes et j'en ai eu du coup dans mes accompagnements, ouais. Mmh. Est-ce que ce serait pas un atout d'être un homme dans un monde, extrêmement féminisé? Est-ce que du coup, Bah, c'est vrai que ça peut ça se pourrait démarquer du coup. pas être une grosse plus-value? Enfin, je dis ça, aussi Mmh. pour motiver, les hommes à essayer, mais objectivement, je pense qu'un homme dans un métier très féminisé, ça peut être une manière de vraiment tirer son épingle du jeu également. Ouais, je suis assez d'accord. Je pense que ça peut être un point qui se démarque parce que déjà, on va plus remarquer du fait que ça change. Mmh. Ah, on a une question en ce sens d'ailleurs, René qui nous demande: «Je voulais savoir s'il y a des hommes dans son équipe». Est-ce que il y a des hommes ou est-ce que c'est que des femmes? Alors moi, dans mon équipe, j'ai une alternante et une assistante en CDI, c'est exclusivement des femmes. OK. Je travaille avec des prestataires hommes, notamment sur la partie, vidéo ou, voilà, sur des, photos, sur ce type de prestations-là. Mais c'est vrai que j'ai davantage de femmes, dans mon équipe. Après ça pourrait être une volonté également, Mmh. que je pourrais tout à fait entendre. Oreille peut-être, tu as une réaction, une question? Alors par rapport en tout cas à la question sur effectivement le type de client qu'accompagne, Clémentine, c'est vrai qu'elle accompagne aujourd'hui, principalement des femmes. En même temps, Ouais. le titre de son programme, c'est Destination Girl Boss, donc forcément, Ah! ça va pas attirer, tu vois, Ouais. Jean-Manu ou, Kevin. Donc après oui, la communication attire également le type de De client que l'on clients, veut, servir. Exactement. Il y a David d'ailleurs, Valls, qui est que connecté, j'allais dire. qui a posé une question sur, comment en fait, par rapport à la vision en fait, comment choisir son ou sa ou son, sa ou son assistante du coup virtuelle? Sur quels critères? Tu vois? Comment bien notamment la briefer? Comment le guider pour obtenir un résultat qui est top? Alors, pour bien choisir son assistante ou son assistant du coup, je trouve que ce qui est important, c'est déjà de déterminer un petit peu quelles tâches on veut confier. Donc, est-ce qu'on veut plutôt déléguer son administratif? Est-ce qu'on a besoin d'aide plutôt sur de la communication? Est-ce qu'on a besoin d'aide sur du tunnel de vente? Pour déjà choisir, une assistante qui va avoir les bonnes compétences parce que chaque assistante, en fait, a son propre domaine d'expertise. Donc, vaut mieux choisir quelqu'un qui répond vraiment à notre attente et par rapport à ça même, je conseillerais de choisir une assistante qui est nichée sur notre niche. Par exemple, si vous êtes, je sais pas ton métier je connais pas ton métier David, mais admettons David est formateur. Vaut mieux une assistante qui soit spécialisée sur les formateurs, qui a déjà travaillé avec des formateurs. Comme ça, elle connaît l'univers, les outils et cetera et pourra mieux s'acclimater qu'une personne très polyvalente, mais qui connaît pas le domaine. Donc je conseille de choisir une personne qui a les compétences qui matchent, qui connaît notre domaine d'activité déjà et après, ce que je trouve important aussi, c'est vraiment de rencontrer plusieurs assistantes. David, si tu veux, voilà, si tu veux choisir une assistante, moi, ce que je te conseillerais, c'est de définir une petite «fiche de poste» entre guillemets, même pour du freelancing et de communiquer dessus pour après, avoir plusieurs possibilités et rencontrer plusieurs assistantes pour choisir aussi celle qui te correspond le mieux à toi. Parce qu'en plus, du match sur les compétences, faut aussi quand même te sentir à l'aise, avoir un bon feeling parce qu'une assistante, c'est quand même une personne avec qui on va passer du temps, qui est le bras droit de notre entreprise. Donc je trouve qu'on doit vraiment bien s'entendre. Pour moi, c'est un critère aussi, qui est important et après, ce que je recommande également, c'est de faire un mois test avec, l'assistante choisie pour voir comment ça se passe, voir si sa manière de travailler match avec la nôtre. Pour ça, déterminer en amont, les outils, de travail, votre manière de travailler. Généralement, une assistante, elle a déjà des processus, une manière de travailler avec ses clients qu'elle va partager pendant l'appel découverte, avec toi pour te montrer sa manière de travailler. Donc, il faut vérifier là aussi si ça match. Et après de faire un mois test ensemble pour voir si c'est satisfaisant. D'ailleurs, par rapport au prix aussi, une assistante en moyenne aujourd'hui, le prix moyen, c'est 40 € de l'heure. Donc après, si par exemple, tu estimes que tu as besoin de déléguer, 10 heures par mois, tu peux te dire: «OK, je vais partir sur un forfait de 400 € par mois», par exemple, pour respecter mon budget. Mmh, OK, OK, OK. Donc tes VA, tes assistantes, virtuelles, virtual assistant pour ceux qui se posaient la question, tu les formes et tu les places?
également, quand tu en as Alors, l'opportunité? en fait, on est 2 coachs dans mon programme, donc moi, je les forme vraiment sur la partie, communication, prospection, acquisition de clients. Je les aide Mmh. sur la partie commerciale parce que OK. sincèrement, c'est très souvent ce qui leur manque, hein. Souvent, Mmh. elles ont déjà des bonnes compétences métiers, mais elles savent pas se vendre. Parfois, elles ont même fait des formations métiers qui les ont pas vraiment aidées plus que ça à se lancer. Mais je ne suis pas seule parce qu'il y a ma collaboratrice Héloïse Lanard qui est assistante depuis 8 ans et qui a une agence d'assistantes qui s'appelle The Tandem. Et en fait, elle les forme sur la partie métier, comment bien accompagner les clients, comment cerner les besoins, comment faire les onboarding. On leur a créé aussi des modules, métiers et effectivement, Héloïse, elle a une agence d'assistantes, donc on partage les offres et Mmh. du fait que je sois positionnée sur les assistantes, on fait très souvent appel à moi pour me demander une assistante, donc je transmets ça également à mes clientes. Mais toutefois, je les forme sur la prospection parce que je veux qu'elles soient, quand même autonomes aussi Mmh. dans leur recherche de clients, bien évidemment. OK, autonomie, tu peux pas garantir, hem, de placer une personne que tu formes, mais tu les aides. C'est ça. Comme Alors on comme on on dit, a des questions. au lieu de donner du poisson, elle va apprendre à pêcher. Ouais. C'est ça. Bah, pour moi, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'indépendant, savoir chercher ses clients, c'est juste la base. Oui, on est d'accord. Alors j'ai une grande question, je l'ai affichée, mais elle est tellement grande que je pense que je vais arrêter de l'afficher, puis je vais te la lire si tu Ouais. veux. Alors, après 20 ans dans l'immobilier de luxe, j'ai fait le choix de la reconversion. Aujourd'hui, je suis consultante dans le domaine du spa de luxe et j'ai lancé mon propre business. Entreprendre, ce n'est pas simple, mais c'est puissant. J'ai choisi la liberté, l'alignement et l'excellence. Ah bah non, bah c'est pas une question, c'est un témoignage. Un témoignage. Merci beaucoup. Merci pour ces témoignages. J'ai un autre témoignage de Gilles qui nous dit: «Eh, une bonne partie des intervenants ou professionnels poussent les étudiants à devenir auto-entrepreneurs pour se gagner un pécule et devenir plus à l'aise financièrement. Notons, à date qu'une majorité d'étudiants ne souhaitent pas l'auto-entrepreneuriat». Voilà. Mmh. Je trouve aussi que ça dépend des domaines d'activité, Gilles, parce que, par exemple, dans certains domaines comme la communication, je pense que ça va être plus facile d'être freelance que, je sais pas, si Mmh. on se forme, par exemple, des études, pour être banquier, je dis au hasard, bah, ça va être davantage compliqué de se lancer. Donc je trouve aussi que le domaine d'activité a une influence quand même, là-dessus. Mmh. Clairement, je pense aussi que le secteur d'activité joue un rôle, comme tu disais, sur un métier Mmh. technique, par exemple, imaginons un métier vraiment technique par rapport à l'assurance, par rapport à un truc un peu plus poussé, on va dire. Peut-être que ça va être plus compliqué de se lancer en tant Ouais. que freelance. Or que des métiers, par exemple, comme on le voit aujourd'hui, community manager, tu vois, expert en marketing, en branding ou même dans la vente, etc. C'est vrai que souvent les étudiants peuvent à côté développer des projets entrepreneuriaux, Mmh. même s'ils étudient à côté. Ça me permet également de lire le commentaire de Rodolphe tout à l'heure qui a dit Mmh. j'ai fait des études de comptabilité. On nous a jamais encouragé à monter une boîte. D'ailleurs, ma Mmh. comptable n'a aucune idée de l'investissement qu'un chef d'entreprise met dans sa boîte. Mmh. Mmh. Alors qu'en tant que comptable, il nous conseille, c'est important de savoir, je pense. J'ai travaillé dans des cabinets d'expertise comptable et c'est pas forcément effectivement des gens qui sont, très qualifiés. Peut-être les experts, ceux qui dirigent, mais bon, c'est pas forcément, la compétence n'est pas toujours au rendez-vous. Mmh. On a une question, j'ai une amie qui aimerait se faire former, elle doit débourser combien? Bon, la question est un peu orientée. Ça prend combien de temps la formation? Voilà. Alors, ça va dépendre du type d'accompagnement, que, ton ami choisit. Moi, dans mon cas, je fais du coaching et je fais un coaching sur 15 semaines, et en fait, je crois davantage au modèle du coaching parce que selon moi, faire une reconversion, se lancer, se former, dépasser ses peurs, vendre, communiquer, ça se fait pas seulement en regardant des vidéos en ligne, parce qu'on peut rester derrière ces blocages. C'est ma croyance, en tout cas, Mmh. personnelle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je propose du coaching avec du groupe et du suivi individualisé avec une coach référente parce que Mmh. je suis persuadée qu'on a besoin de ça, en fait, pour, réussir et pour ça, ça prend 15 semaines, donc quasiment, 4 mois et Mmh. du coup, René, ce que je te propose, tu peux l'envoyer me contacter directement sur LinkedIn ou prendre un appel découverte avec moi et comme ça, je pourrai lui présenter le programme, et le prix.
Je vais mettre un lien vers ton LinkedIn, Avec Clémentine. plaisir. Dans le chat parce que, bah, tous les gens qui sont là, sont pas forcément sur LinkedIn. On a des gens aussi, potentiellement de YouTube ou de Facebook. Mmh. Voilà. Donc je pense que c'est important qu'on puisse facilement te retrouver dans le chat. Yes, on S mettra également le lien dans la description de l'épisode parce que, comme tu le sais, il va rester du coup en replay pour les Ouais. personnes qui sont pas en live actuellement. Oui, Et replay, oui, et il y aura yes, il y aura un article complet associé, Super! voilà, que je ferai avec tous les liens pour tout le monde. Donc, ne pas hésiter également à me transmettre l'intégralité des liens pertinents pour que les gens puissent tout retrouver après l'épisode. yes, Parfait. super. On a Alda qui nous dit: «Combien de temps peut prendre la reconversion et quels sont les avantages et les inconvénients?» Mmh. Une reconversion, je trouve aussi que ça dépend, Alda, de là où tu pars. Parce que si, par exemple, tu es assistante de direction et que tu deviens assistante indépendante, tu as quand même déjà les compétences de base, donc tu vas plutôt te focaliser sur quelle offre tu as envie de proposer, quel service, quelle méthode de vente, mais tu as déjà les compétences, donc ça va être plus rapide que si tu dois aussi faire l'acquisition de compétences, t'entraîner avec des missions test sur des clients, puis après les vendre. Donc tout dépend quand même, je dirais, du point de départ. Pour moi, le minimum, je dirais que c'est 3 4 mois, mais chacun son rythme. Si on part vraiment où on veut aussi plus prendre le temps de faire de l'acquisition de compétences, ça peut être 6 mois, ça peut être un peu plus de temps. Donc ça, c'est quand même au cas par cas. Et les avantages, c'est quand même de te reconvertir dans quelque chose qui correspond davantage à ton style de vie, à tes valeurs. Si par exemple, si tu étais plus aligné avec tes valeurs dans le salariat ou dans un de tes anciens jobs. Donc te sentir bien, prendre du plaisir dans ce que tu fais, pour moi, c'est le plus gros des avantages. Si tu la fais bien, ta reconversion, ça peut aussi t'amener à un niveau de qualité de vie financier qui peut être plus élevé, par exemple, qu'un autre travail. Donc je trouve que c'est l'avantage et l'avantage aussi, c'est que c'est quand même très stimulant d'apprendre, de sortir de sa zone de confort, de vivre une nouvelle expérience. Les inconvénients, je pense alors pour moi, c'est pas des inconvénients, mais mon avis, il est biaisé parce que je suis contente d'être entrepreneur, mais je dirais que c'est quand même ça implique une responsabilité parce que en fait, tu es responsable de tes actions, tu es responsable de ta réussite, de tes échecs, et ça, c'est pas facile, pour, tout le monde. Ça peut être aussi un ascenseur émotionnel, une reconversion, un lancement dans l'entrepreneuriat. Donc ça peut être un peu plus bouleversant qu'un quotidien, avec, ses petites habitudes. Donc je trouve que c'est surtout ça. Les inconvénients, c'est plus, bah, on se responsabilise et on va devoir sortir de sa zone de confort et accepter les hauts, et les bas, quoi. OK, Je sais pas ce OK. que vous en pensez, les filles? Heu, Moi, ce que j'en pense, c'est qu'il y a des métiers où effectivement, c'est limite plus simple, de démarrer et se développer en tant qu'entrepreneur. Après, il y a des moyens d'être entrepreneur, heu, auxquels on ne pense pas forcément. Moi, je suis entrepreneur salarié au sein d'une coopérative d'activité et d'emploi, ce qui est une forme d'entrepreneuriat plus sécurisante que ce qu'on connaît en tant qu'entrepreneur Mmh. classique, auto-entrepreneur, qui permet de poser un cadre, en fait, d'une entreprise. Donc c'est une SCOP, société coopérative. Et ce que j'en pense, c'est que, bah, il peut y avoir d'autres modèles comme ceux-là qui existent, qui permettent peut-être de vivre moins, de précarité ou des hauts et des bas ou de solitude et d'avoir un mode de fonctionnement proche de l'entrepreneur classique, mais avec de la sécurité du salarié. Donc j'aurais tendance à dire, il y a le format auto-entrepreneur, mais pas forcément que ce format-là. Il existe aujourd'hui d'autres, structures qui peuvent accompagner ou même le portage salarial ou des choses comme ça, hem, qui peuvent être pas mal aussi. Aurélie? Yes, très belle question, Alda, merci à toi. Bah, déjà, combien de temps on peut prendre la reconversion? Effectivement, comme l'a souligné Clémentine, ça dépendra vraiment, finalement, bah, je dirais, du tempérament de la personne, du secteur d'activité, est-ce que son projet est mûr ou pas. Ça peut se faire voilà, très rapidement, comme ça peut prendre du temps pour les personnes qui ont besoin notamment de bien articuler les choses.
Et ensuite, les avantages et les inconvénients, en tout cas par rapport moi à mon expérience professionnelle, je dirais pas que c'est une reconversion, mais c'est plus passage de salarié à entrepreneuriat. Les avantages, forcément, c'est que je suis libre finalement de mon temps, j'ai cette fameuse liberté, on va dire, financière, géographique, temporelle, etc. Donc ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Maintenant, les inconvénients, c'est que étant donné que tu es ton propre patron, faut quand même te motiver à faire les choses. Et si tu te bouges pas, en fait, il y a rien qui va se passer. Donc, à un moment donné, tu sais, il n'y a pas cette pression en tant que salarié où je dois rendre des comptes à la fin du mois à mon manager, etc. Il faut absolument que je rende tel ou tel projet. Là, c'est vraiment toi et ta propre motivation. Et souvent, effectivement, ce qui se passe, c'est que certains entrepreneurs peuvent avoir un peu du mal, on va dire, à vraiment faire les bonnes actions qui leur permettent d'avancer, etc., d'être bien structurés, parce qu'ils sont livrés à eux-mêmes. Et c'est là où entre en jeu justement la notion de pouvoir potentiellement se faire accompagner pour ne pas être tout seul. Sinon, on peut très vite se demander, en fait, qu'est-ce que je fais, ou même se tourner les pouces, ou alors ne pas avoir d'action claire à mettre en place. Sauf que s'il n'y a pas d'action, finalement, il n'y a rien qui se passe non plus, tu vois. Le coaching, la motivation, l'énergie, le suivi du développement de l'activité, la stratégie aussi, bien identifier un collectif, c'est tellement important, bien identifier les actions clés pour que ça se développe bien. Bon, on va pas se mentir, l'action clé numéro 1, enfin, moi, par défaut, le matin, elle est commerciale. Bah oui. Merci Nathalie, parce que c'est pas forcément le cas de tout le monde. Hein. Je pense que beaucoup, leur action clé, c'est aller scroller sur les réseaux, voir un peu qu'est-ce qui se fait, etc. Mais en fait, ça, c'est pas une action profitable qui va t'amener du cash, tu vois. Et non. Et non. La première action clé du matin par défaut, elle doit être commerciale. Quand il n'a pas encore, quand on n'est pas archi booké de clients. Et même quand on est booké, je pense qu'il faut garder ça dans sa routine. Ah bah bien sûr. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si tu ne gardes pas ça dans ta routine, tu vois, souvent, on voit en fait les cycles un peu, justement, de montagne russe émotionnelle, ou en tout cas de un coup j'ai des clients, un coup j'ai plus de clients. C'est que quand tu es en train de livrer, si tu n'es pas en train de continuer à faire la promotion, à un moment donné, ton accompagnement, il va se terminer, ou tout ce que tu proposes, ça va se terminer. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On repart encore à zéro. Ça remet encore du temps, tu vois, à avoir quelque chose de concret. Donc c'est la raison pour laquelle je suis complètement, tu vois, OK avec le fait de vraiment en faire en fait une habitude, tu vois. C'est ça. T'en penses quoi, Clémentine? Ouais, je suis d'accord. Pour moi, ça fait partie complètement du jeu. Et de mon côté, donc même si je suis toujours complète, en vrai, j'ai toujours réussi à remplir toutes mes promos, tous mes coachings, etc. Je suis très proactive dans mes actions de vente et de communication pour pouvoir avoir de la sécurité sur le long terme dans mon activité. Et oui, les amis, dites-nous en commentaire si pour vous également l'action clé le matin, la première, elle est commerciale ou pas du tout. Est-ce que vous avez conscience de à quel point c'est important et comment vous vous y prenez? Je vois qu'il y a Mathieu qui nous dit: «Est-ce que cela veut dire qu'il faut parler aux personnes?» Mince, il va Donc falloir parler à des gens. je peux répondre si tu veux, Nathalie. Vas-y, avec plaisir. Selon moi, oui, du coup, parce que, Mathieu, ça veut dire finalement prospecter, aller échanger avec tes potentiels clients et ça, évidemment, c'est la base, du coup, de leur parler. Ça peut être via plusieurs canaux selon ta cible. Si ta cible, elle est présente sur LinkedIn, ça peut être sur LinkedIn. Si ta cible, elle est présente sur Instagram, ça peut être Insta. S'ils sont pas très réseaux sociaux, ça peut être par mail ou bien des événements physiques. Il y a plusieurs méthodes aujourd'hui de prospection qui existent. À toi de l'adapter selon ce que toi, tu préfères, ce qui te met à l'aise, mais également là où ta cible, elle est présente. Mais en tout cas, selon moi, on peut pas y «échapper» entre guillemets, dans le sens où si on se contente de poster, par exemple, on est dans une posture d'attente et c'est pas ce qui va t'apporter de la certitude d'avoir des résultats finalement. Tout à fait, on est porté aux 4 vents de l'algorithme. On prie le saint algorithme. Hop, oreille, elle est coupée. En espérant faire un buzz. Je pense que Oreille, elle me fera signe quand elle reviendra. Oreille, il y a des charges familiales. Oui, donc qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Ça m'a perdue. Mais oui, qu'il suffit pas de scroller en fait pour avoir des clients. Ce que tu disais, Nathalie, il faut être proactif Oui. dans sa manière de communiquer. Et Mathieu d'ailleurs nous dit: «Pourtant je vois des panneaux publicitaires dans le métro». Effectivement, hein, il peut y avoir plusieurs méthodes de communication et de prospection.
Ça va ensemble. Tu vois, par exemple, Mathieu, dans mon cas, je poste vraiment de manière très régulière par, LinkedIn, sur Instagram, sur ma newsletter, ce qui permet de donner confiance, de créer, un lien avec moi, de montrer les résultats de mes clients, de me suivre, de me faire connaître. Donc tout ça, c'est un intérêt, mais je vais aussi prendre le temps d'aller échanger avec mes futurs prospects. Donc si tu es entrepreneur, l'un n'empêche pas l'autre. Au contraire, les actions sont même, complémentaires parce qu'à l'inverse, si on va parler avec des personnes, mais qu'on a une image qui renvoie pas du tout de la confiance, là, ça va pas marcher non plus. Donc du coup, Mathieu, je te conseille de développer à la fois ta communication, ta visibilité et à la fois ta prospection. Et puis, on n'a pas tous les moyens d'aller placarder nos publicités dans tous les métros. Il y a une question de budget aussi, quoi. C'est clair. C'est clair. D'ailleurs, Clémentine, j'ai envie de dire, tu as dit un gros mot là, parce que la prospection, c'est vraiment un mot qui fait fuir les gens. Selon toi, d'ailleurs, pourquoi, même si les gens savent que c'est important, tu vois, de ne pas attendre que le client vienne à soi, surtout quand on démarre des fois son activité, mais vraiment d'aller également créer des opportunités, pourquoi autant de personnes sont allergiques à la prospection, selon toi? Alors, selon moi, les gens, ils aiment pas la prospection parce qu'ils en ont une mauvaise image. Par exemple, on peut penser à Free, qui nous harcèle par téléphone, voilà, des méthodes, brutales, des messages, qu'on n'aime pas du tout recevoir sur LinkedIn et cetera. Donc les gens se disent naturellement: «Si c'est comme ça prospecter, en fait, j'ai pas envie de prospecter». Donc pour moi, c'est le principal frein à la prospection, mais tout est une question de vision et de méthode. Moi, par exemple, j'aime bien être, douce, gentille, à l'écoute, tout simplement comme je suis dans la vraie vie et je le suis dans mes échanges par message. Donc ça mène des résultats de manière, hyper naturelle. Yes. L'idée, les amis, en tout cas, c'est pas d'aller prospecter, on va dire, comme un bourrin. Des fois, je vois des messages qui font tout ça, là, de texte, ça, on arrête, parce que ça, c'est vraiment la pire manière, finalement, de vouloir avoir une réponse. Ouais. Et je pense que la meilleure manière, finalement, de prospecter, c'est vraiment de s'intéresser à la personne. C'est-à-dire, déjà, il faut que le message soit court, parce que franchement, les longs messages, surtout sur LinkedIn, s'il vous plaît, les gens qui nous écoutent, arrêtez. Des fois, la dernière fois, j'ai reçu une séquence au moins de 3 messages qui faisaient ça. Et après, à un moment donné, je demande à la personne, tu utilises quoi, en fait, comme outil de prospection? Juste par curiosité. Parce que ça se voit que c'est pas un humain, ça se voit que c'est pas personnalisé, tu vois. Faut arrêter ça. Et je pense que, tu vois, ce petit tip-là, il peut faire toute la différence. Donc vraiment, revenez vraiment à l'humain. Quand vous rencontrez une personne, notamment lors d'un événement de networking, est-ce que vous allez lui faire un pitch de 10 minutes ou est-ce que vous allez tout simplement lui demander, hey, salut Nathalie, enchantée. Concrètement, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu vois? Tout à fait. Exactement. Faut être naturel, respectueux, faut avoir un comportement qu'effectivement on pourrait avoir dans la vie, quoi. En fait, les gens confondent prospection et harcèlement, prospection et intrusion, tu vois? Et tout ça est un peu confus et mélangé, alors qu'on peut très bien prospecter de manière parfaitement éthique, effectivement. Et puis déjà, rajouter des gens à son réseau, les saluer, les remercier pour avoir accepté l'intégration dans le réseau. Éventuellement, si c'est nouveau, par exemple, on arrive dans un groupe, on se présente. En fait, c'est des rituels qui sont tout à fait acceptés et normaux. Et imaginez, vous n'allez pas aller dans la rue au hasard, prendre le premier passant là et lui dérouler un pitch qui sort de nulle part. Ça n'a aucun sens, quoi. Il n'y a pas d'intelligence relationnelle dans une démarche comme celle-là. Mais par contre, ça n'empêche pas d'avoir un comportement chaleureux et respectueux des gens. Il faut avoir de la patience. La prospection est un art et ce n'est pas du tout du harcèlement. Effectivement, la personnalisation, c'est une clé. Ça demande un peu de temps, mais ça se fait. D'ailleurs, toi, Clémentine, qui accompagne les assistantes virtuelles et les community managers, j'imagine que souvent, elles n'ont pas forcément eu un parcours commercial ou autre, et elles sont réticentes à l'idée, notamment, de devoir prospecter. Ouais. Comment tu arrives à pallier cette peur-là, justement?
Effectivement, souvent, elles en ont peur. Après, ce qui les motive, c'est que déjà, elles se disent: «OK, j'ai peur, mais j'ai quand même besoin de gagner de l'argent, payer mes factures, nourrir mes enfants», en fait, tout simplement. Revenir déjà, aux fondamentaux. Donc elles ont pas envie, mais elles ont conscience qu'elles en ont besoin. Et en fait, on travaille déjà sur leur peur. Qu'est-ce qui f Voilà, qu'est-ce qui fait qu'elles ont peur de prospecter? Mmh. Et donc on travaille sur tout ça pour qu'elles se sentent à l'aise et ensuite on choisit une méthode qui les met à l'aise, en fait, tout simplement. Il y a plein de manières de prospecter. Donc j'ai certaines de mes clientes qui sont plus à l'aise en présentiel, d'autres qui sont plus à l'aise sur les réseaux sociaux ou d'autres même qui ont peur et j'écris leur premier message avec elles. On fait les actions ensemble, on fait les séances de prospection ensemble. Mmh. Comme ça, on le fait et là, elles se rendent compte, bah, ouais, la pire des choses qui peut arriver finalement, c'est juste qu'on me laisse en vue, Mmh. et du coup, on dédramatise, vraiment la situation et Mmh. après du coup, en continuant, en persévérant, après elles se rendent compte que ça leur permet de générer des appels de vente qualifiés et ça les motive du coup, à continuer, quoi. OK. J'aime bien cette phrase qui dit qu'il faut que ta volonté de réussir soit beaucoup plus forte que ta peur d'échouer, tu vois? Exactement. Et souvent, en fait, les personnes, elles ont tellement peur finalement de se prendre un vent, un vu ou même un non, qu'elles vont pas oser, tu vois, faire cette première démarche. Et prospecter, c'est pas, petite, nuance, chercher à vendre directement. C'est tout simplement créer, en fait, une première connexion, une première interaction, engager une conversation pour faire connaissance. Et après, comme on dit: «Et plus si affinité». Mmh, exactement. Mmh. OK. Alors, Mathieu qui nous dit: «S'il y a la drague de rue, il faut apprendre des punchlines, par cœur». Est-ce qu'il faut apprendre des punchlines par cœur? Moi, j'avoue qu'en matière de prospection, c'est vrai qu'avec le temps, j'ai tendance à avoir des approches commerciales un peu répétitives. Je sais pas pour vous? Oui, bah, après, c'est sûr que quand tu as testé beaucoup de messages et qu'il y en a un qui fonctionne bien et qui te correspond bien à ta personnalité et ta Mmh. manière d'aborder une personne, tu peux effectivement, réutiliser, un message et moi, souvent avec mes clientes, on fait des scénarios avec plein d'exemples de messages, des idées de questions qu'elles peuvent poser, des idées de réponses qu'elles peuvent, voilà, mettre en place. Donc je trouve que c'est bien pour se structurer, pour avoir des idées, notamment Mmh. quand on débute et qu'on n'a pas d'idées. Néanmoins, évidemment, je précise qu'il faut toujours, bah, s'adapter, personnaliser, parce qu'on reste dans une vraie discussion normale avec un autre, humain, quoi. Mmh. Yes. J'ai vu une vidéo il y a pas longtemps qui était super sur la prospection. Je vais essayer de vous la retrouver, pour la mettre en lien avec les choses à ne C'est pas avec plaisir. faire, justement les pires erreurs. En prospection, il y a Chloé qui te fait «Hello Clem», Oui, il y c'est une de a, mes clientes. il y a Shihab qui fait, «Je me présente, je suis marketeur, de réseau», donc lui, il va faire sa pub dans notre live. Mais pourquoi pas? On dit aux gens de prospecter, on peut aussi aller se présenter dans les commentaires, même si c'est un peu tombé de nulle part. Cyril nous dit: «Je pense que prospecter, c'est aller à la Oui, rencontre de l'autre pour mieux le connaître, comprendre ses besoins et après lui proposer des solutions». oui, Je suis totalement d'accord avec ça. tout à fait. Après, avant de prospecter, de manière un peu régulière, routinière et tout, si vous utilisez les réseaux sociaux et tout, mettez, faites commencez par faire un très bon profil. Quitte à prendre un audit, Évidemment. voilà, quitte à prendre un audit faire un audit avec un professionnel qui vous donnera les bonnes recommandations, mais il faut du coup que vos prospects, quand ils vont venir voir qui vous êtes, tombent sur un profil qui est quand même bien fait, qui est bien professionnel, où on comprend ce que vous proposez. Parce que c'est vrai que commencer à prospecter sur une base, qui est bancale, Ça va bon, pas donner envie, hein. non, ça va pas donner envie du tout. Moi, j'ai eu cette expérience, hier encore sur, tiens, je vais bientôt retrouver, la vidéo que je cherchais. Oui, donc je disais hier sur Instagram, un produit, je fais: «Tiens, qu'est-ce que c'est? Qui c'est?» Tu vois? Enfin, la pub était bien faite. En plus, il y avait une publicité où ils avaient mis un peu du budget et tout. Je vais voir le profil et en fait, le truc était complètement chaotique, pas construit, enfin, c'était un profil complètement pété. Je me suis dit: «Ben, là, c'est pas possible, quoi». Tu
Voilà, commencer par se faire un bon profil avant de vraiment, aller prospecter, sur les réseaux ou autres d'ailleurs, parce que même quand on prospecte en physique ou en présentiel quand même, à un moment donné, on donne sa carte, on renvoie vers, des réseaux et tout, donc il faut que ce soit un petit peu construit en amont. Oureille, tu as des recommandations? Clémentine? Par Oui. rapport au profil LinkedIn, je conseille d'avoir en tout cas une bonne bannière où, il y a un appel à l'action clair et votre mission. D'avoir une photo de profil lumineuse où on vous voit bien, éventuellement un fond de couleur, quelque chose qui fait qu'on vous remarque, facilement. Dans votre titre, mettre en avant également la transformation, votre promesse que vous amenez et après de bien développer le reste du profil et de publier aussi de manière, régulière pour donner de la confiance. Excellent. Hem, Exactement. Rien à rajouter, si ce n'est, pour appuyer les mots de Nathalie et de Clem. Souvent, en fait, les gens oublient qu'on est vu avant d'être entendu. Donc oui, naturellement, quand vous allez envoyer un message, on va aller sur votre profil et on n'a qu'une seule occasion de faire une bonne première impression. Donc il faut que mmh, votre profil, en tout cas, ce soit sur Instagram, LinkedIn ou même Facebook, il soit quand même, assez bien construit et surtout qu'il donne envie, en fait, notamment de répondre à ce que vous faites. Et il faut que les gens vous perçoivent vraiment comme un professionnel et non comme un amateur. Donc oui, les personnes, par exemple, qui vont négliger la photo de profil, qui vont négliger la bannière, qui vont négliger leur proposition unique de valeur, tu vois, qui vont négliger finalement de clarifier les éléments importants finalement de leur profil, ça va déjouer en fait enfin ça va pas jouer en leur faveur pour le coup. Et donc mmh, finalement travailler d'abord son positionnement, donc son profil, travailler également sa communication, ça va accélérer finalement les réponses et notamment quand je parle de conversion, c'est que ça va accentuer vraiment et donner encore plus envie aux gens de vous répondre quand vous allez leur contacter. Par mmh. exemple, aujourd'hui, il y a des personnes, elles vont envoyer, par exemple, je sais pas, 20 messages. Sur les 20 messages, il y aura peut-être 10 personnes qui vont répondre, donc 50 de conversion. Parce que la personne a pris le temps vraiment de travailler notamment son image de marque, on va appeler ça comme ça, son personal branding ou alors son company branding. Mais c'est une personne qui va se lancer, qui va dire, ah bah je suis par exemple débutante, donc je ne vais pas forcément prêter attention à ma photo, à ma bannière, etc. Cette personne-là, pourtant, elle a besoin de trouver des clients, elle a besoin finalement de créer des collaborations, etc. Mais étant donné qu'elle aura négligé ça, bah, elle va envoyer 20 messages, elle va avoir peut-être une réponse. Donc clairement, c'est super important de travailler ça en amont pour faciliter également l'envie aux gens de vous répondre. Totalement, et d'ailleurs, ça fait partie des choses que je propose, sur Banzai et sur Skillflix. J'ai un programme, LinkedIn Pro Construis ton réseau et où, bah, je parle beaucoup de commencer par bien construire aussi son profil, quoi. D'une manière claire, efficace, voilà. Pas commencer à prospecter sur des bases qui sont bancales parce qu'effectivement on peut vraiment abîmer son image, et casser tout l'effet positif d'une bonne, prospection. Donc faut être pro dans dans sa démarche. On a Jean-Cyril qui nous dit: «Oui, il faut être crédible. Or la crédibilité se nourrit de cohérence entre le vendeur et le produit service». C'est vrai, c'est vrai. Mmh. Cohérence entre la personne et ce qui est proposé. C'est un aspect important dans le personal branding. En effet, c'est, Oussama Ammar qui parle, de, entrepreneur, hem, j'ai perdu le terme exactement. C'est pas market fit, mais c'est l'idée, quoi. Il faut que l'entrepreneur et la proposition de service fit. Ensuite, on a toujours de Jean-Cyril Huillouret, on est vu, d'où l'impérieuse nécessité de travailler son branding. Tout à fait. Un bon shooting, un bon studio, de podcast, trop important. Mathieu qui nous dit: «Oui, mais créer le besoin élimine le fait de faire le premier». Ouais, ça c'est un peu, les gens qui te vendent du rêve ont tendance à appuyer sur le bouton, «J'ai peur de prospecter et je vais t'apprendre à attirer tes clients sans avoir à prospecter». C'est un peu une promesse, dangereuse. Sans prospection, c'est les filles, on est d'accord, c'est possible, mais la prospection est un super accélérateur. Ouais, exactement. Mathieu, j'ai l'impression que tu as pas envie d'aller, vers tes Au clients, de faire le contact, premier pas. ouais. C'est peut-être un point qui te bloque, donc ça peut être Mmh. intéressant d'essayer de comprendre pourquoi tu as pas envie de le faire aujourd'hui. Mmh. Tout à fait. On a une autre Après, je question. pense qu'on peut, en fait, l'un n'empêche pas l'autre.
Tu vois, souvent les gens pensent que c'est ceux qui prospectent ne sont pas dans une perspective d'attraction et Mmh. ceux qui sont dans une perspective d'attraction ne sont pas dans une perspective de prospection. En réalité, je pense qu'en mixant les deux, tu as 2 fois plus finalement de succès. Donc oui, Bien c'est sûr. super important de créer un personal branding attractif qui te permet d'attirer, finalement les clients qui sont intéressés par tes services. Ça c'est clair. Mais par contre, en fait, si tu es juste dans une démarche finalement passive où tu attends que les opportunités viennent à toi, tu n'es pas au contrôle de ton business, tu vois? Là où, en mettant en place des démarches notamment d'outreach, donc d'outbound, où tu vas toi aussi aller te présenter auprès notamment de la cible qui a besoin de tes services, ça permet de démultiplier notamment les résultats et surtout les opportunités. Regarde les grands entrepreneurs, Mathieu. Regarde ce qu'ils font. En général, ils font la totale. Hein. Ils font full package. Tu as un peu de publicité, ils postent et ils vont également au contact de leurs futurs prospects. Je vous ai mis en ressources à tous une vidéo de Guillaume Moubèche, avec qui, en plus, je suis en relation en ce moment. Je suis très contente. Coucou Guillaume, si jamais tu regardes ce live. Guillaume Moubèche, grand entrepreneur français, créateur de Lemlist, gros outil de prospection personnalisé d'ailleurs, qui a fait une vidéo sur la prospection avec toutes les erreurs qu'il voit dans les gens qui ont des démarches problématiques, on va dire, de prospection. La vidéo est super sympa, elle pointe du doigt ce qu'il faut pas faire et évidemment donne des recommandations sur ce qu'il faut faire. Donc ce sera instructif, je vous l'ai mis en lien, les amis. Voilà. On a David qui nous dit: pour l'alignement entrepreneur-projet, je suggère le live Mets du bonheur dans ton business et l'approche, le business model émotionnel et de l'ikigai, grand classique l'ikigai. Je travaille aussi avec l'ikigai. Le livre et non le live. De quoi? J'ai dit Le quoi? Le livre, live? Ah, oui. le livre! Ah, le livre, pardon, j'ai lu live. Yes. Il me semble qu'on a loupé aurait la pu être un question live. de Audrey. Doit-on construire son profil de la Ah, même manière sur LinkedIn que sur Facebook? plein de questions, avec toi. Selon moi, ça peut varier si ta cible, c'est la même ou pas sur les 2 réseaux déjà. Parce que, par exemple, tu peux très bien avoir une cible qui est présente sur LinkedIn et pas sur Facebook et inversement. Donc si tu as la même cible, tu peux éventuellement avoir une bannière, une photo de profil et un contenu qui soit similaire. Si tu as 2 cibles, tu as 2 stratégies différentes. Après, je rappelle aussi que les 2 réseaux sont uniques, donc il y a aussi des codes qui sont propres à LinkedIn, que tu retrouveras pas forcément sur, Facebook. Ouais, n'oublie pas que sur LinkedIn, tu as quand même beaucoup de B2B, tu es beaucoup à la recherche de partenaires, tu as moins de B2C. Effectivement, c'est pas les mêmes profils, c'est pas la même culture, c'est pas les mêmes codes et moi, j'aurais tendance à dire que vaut mieux faire une petite adaptation quand même entre les 2. Parce Je pense que c'est le message, en tout cas en fonction de ton positionnement, je dirais, le message principal doit rester le même. Maintenant, forcément, c'est pas forcément les mêmes codes parce que sur LinkedIn, par exemple, par exemple, la partie notamment biographie, elle est beaucoup plus poussée que sur Facebook où je crois que c'est quelques lignes. Donc, dans tous les cas, tu es obligé d'adapter, tu vois. Maintenant, effectivement, des fois, tu as des personnes qui ont une cible spécifique sur LinkedIn, une autre cible plutôt sur Facebook, par exemple B2C sur Facebook et B2B sur LinkedIn. Donc, tu adaptes. Ouais. Mais après, il faut également qu'on trouve une cohérence. Donc, par exemple, si ton profil Facebook, il a absolument rien à voir avec ton profil LinkedIn, on se demande, OK, elle est où également la cohérence et la congruence dans l'image de marque? Donc, il faut également, tu vois, qu'on retrouve certaines touches sur LinkedIn et sur Facebook qui nous rappellent finalement qui tu es et ton image de marque. D'ailleurs, ça vaut pas forcément la peine d'attaquer tous les réseaux simultanément parce qu'effectivement, hein, c'est pas les mêmes profils qu'on retrouve sur les réseaux. Oui, il y a des fortes différences culturelles. Hein. Si tu vas sur X, si tu vas sur Blue Sky, si tu vas sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube, tu vas voir que c'est pas les mêmes mondes. Hein. Donc, il faut vraiment s'interroger sur où est ta cible en premier, quoi. Et quel réseau tu veux prioriser. Parce que essayer de communiquer de la même manière partout, pas évident. Donc il y a peut-être voilà, une incompatibilité avec certains réseaux. Donc Audrey nous dit: «Merci, Jean-Cyril nous rappelle le besoin de cohérence», oui. Mathieu nous dit: «À voir, si je prends l'exemple de Jeff Bezos, il a juste itéré sur tout ce qui est délivrabilité pour le client». Oui. Veux-tu faire Amazon? Après voilà, c'est en fonction des business, quoi. Mais après, si tu mises tout sur l'attractivité, ça peut, si tu es par exemple super fort en publicité,
Mais faut avoir le coup. Oui, absolument. Alors attendez, je cherche. Matthieu, il n'a pas envie de prospecter. Hein. Mais sinon, tu peux déléguer ta prospection. J'ai un copain qui a fait ça. Il était pas à l'aise. Il a délégué à des tiers. Et ça va super bien. Il a au début galéré, il n'était pas à l'aise. Et voilà, un bon partenaire là-dessus, ça peut débloquer quelqu'un qui vraiment aurait un blocage là-dessus. Quoi. Moi, je suis pas trop d'accord. Toi, tu préfères les gens qui apprennent à pêcher. Mais bon, Bah, non, mais en fait, enfin, si toi-même tu sais pas vendre ta boîte, qui va le faire à ta place? Tu es censé quand même être enfin, tu es le premier commercial de ton entreprise. Si tu sais pas vendre ton produit et ton service, pour moi, c'est qu'il y a un problème et tu sauras pas forcément bien le déléguer. Et le jour où tu as plus le budget pour déléguer à un commercial, bah, c'est compliqué. après, il y Donc, a pour moi, c'est se soustraire à ses obligations et ses responsabilités de chef d'entreprise que de refuser de vendre. J'ai un avis très tranché sur la ouais, question. Peut-être ouais. que Et Aurèle, elle en aura un différent, mais je pense pas. après, pour connaître bien certains profils tech qui vraiment n'aiment pas ça, oui, pour 90% des gens, mais il y a des gens qui s'y mettront jamais, je peux t'assurer. Après, c'est marginal, mais ça existe. Bah, faut peut-être pas se lancer dans l'entrepreneuriat. Dans le freelancing, les freelances, tu sais, il y en a qui se voient comme freelance, pas forcément entrepreneur. Après, est-ce qu'on peut du coup parler d'entrepreneuriat au sens traditionnel du terme? Peut-être pas du coup. Ouais, je sais pas. Dans l'idéal, faudrait oser le faire par soi-même. Ouais, exactement. Dans les faits, je sais qu'il y a des profils qui ont vraiment aucune appétence pour ça. Ça existe. Des ingés, des gens qui techniquement sont super bons, mais voilà. Ça peut. Dans ce cas-là, Oui, c'est vrai. C'est pour ça que même dans les startups, des fois, en fait, on a 2 cofondateurs parce que tu en as un, par exemple, qui est plutôt CTO, donc vraiment très orienté tech, et tu as le profil, en fait, qui est plutôt orienté sales. Et du coup, bah, ils s'associent pour que le tech gère la partie tech et du coup, le sales va gérer la partie notamment commerciale parce que c'est une compétence déjà qui s'apprend, mais tu as des gens qui n'ont pas forcément envie d'apprendre, en tout cas, cette compétence, et tu en as d'autres qui sont plus à l'aise avec, on va dire, d'autres pans d'activité. Après, l'idée, c'est vraiment de trouver finalement ce qui nous correspond. Si à la fin de la journée, entre guillemets, on a les résultats que l'on ambitionne et avec lesquels on est aligné, c'est OK. Oui, c'est ça. Donc le système fait du boulot pour les sales. Yes, exactement. Jean-Cyril, lui, il est à fond sur entreprendre, c'est vendre. Amen to that. On est d'accord. On voit qu'il y a des visions. Mais c'est vrai que chez les freelances, il n'y a pas forcément de volonté entrepreneuriale. Il y a des volontés des fois d'indépendance, tu vois. C'est pas forcément le même mindset, mais c'est OK. Je suis d'accord aussi. Alors on a un grand commentaire, je sais même pas s'il y a une question dedans. Je vais essayer de les amis, quand vous faites un grand commentaire comme ça, si jamais, il y a une question à l'intérieur, mettez-la bien en exergue parce que là, c'est vraiment tu vois? Non, mais je crois qu'il y a même pas de question dedans. David, je vois, tu as fait un gros pavé comme ça. Si tu as une question, formule ta question, en fait. Parce que je pour tout analyser. Alors, Jean-Cyril, il nous dit: «Quand on commence, il faut apprendre à le faire soi-même et avec le temps, on peut ça dépend des projets. Ça dépend des projets». Avant d'aller prospecter, j'ai appris à qualifier d'abord. Ça, c'est intéressant, c'est vrai, on n'a pas parlé de qualifier son prospect. Dans le monde des VA et des CM, donc des virtual assistants et des community managers, est-ce qu'il y a de la qualification du coup de prospect? Comment Oui. vous y prenez? Oui, tout à fait. Alors déjà, généralement, les assistantes virtuelles et les community managers, ils ont une niche spécifique. Donc déjà, il y a une première qualification, c'est de vérifier que le client, il est dans la niche et que l'assistante ou le community manager va pouvoir en fait, l'accompagner. Et ensuite, ce qui va être important, c'est de vérifier que ce soit une personne aussi qui soit mature, donc qui est intéressée, par, le service de la personne, mais aussi qui a le budget. Parce que,
Voilà, c'est par exemple, un community manager, c'est entre 500 et 1 000 € par mois souvent. Donc celui qui a pas de budget pour déléguer au community manager ne va pas être assez qualifié. Donc il faut aussi aller s'assurer que la personne, elle ait un intérêt pour le service et Mmh. elle a le budget en face aussi. Mmh. OK, donc tu qualifies sur le budget et sur l'intérêt réel sur le service, ce qui Exactement. va de soi. Oreille, tu as quelque chose à ajouter sur la qualification du prospect? Rien de particulier, mis à part que c'est la base, en fait, parce que dans tous les cas, si c'est pas qualifié, en fait, c'est comme si, tu vois, tu envoies un peu, ton appât, on va dire, dans la mer et tu sais pas qui va qui va mordre à l'hameçon, tu Ouais, vois? En mode au ouais, petit bonheur la chance. Je pense que ouais. plus tu vas qualifier en amont, plus ça va faciliter, notamment, la conversion derrière. C'est l'exemple que je donnais aussi tout à l'heure, hein, pour, nourrir un peu ton propos. On va pas dans la rue parler à n'importe qui, pour, dérouler son pitch, quoi. Enfin, on cherche à parler à des gens qui sont intéressés par ce qu'on a à dire. C'est basique, mais sur internet, c'est pareil, en fait. On a une question de Mathieu qui nous dit: «Est-ce qu'on peut déléguer la prospection à l'IA?» Alors moi, je suis en train de commencer à tester un outil qui s'appelle Human Linker, qui m'a été, Mmh. conseillé par quelqu'un de mon réseau sur LinkedIn. Alors je démarre seulement. Les filles, est-ce que vous avez des expériences avec, la délégation de la prospection par IA? Alors, moi, j'ai déjà des clientes qui l'ont testé. Mmh mh. Personnellement, je suis pour une approche personnalisée. Alors l'IA peut personnaliser. Oui. Hem, je trouve que ça perd un peu d'authenticité, on reste dans de l'échange. Donc de mon côté, je préfère le faire, manuellement. Mmh mh. Après, je suis ouverte à tester, mais en tout cas, c'est pas quelque chose que je pratique aujourd'hui. D'accord. D'accord, d'accord. Oreille? Alors, on voit de plus en plus, des fameux, agents, IA et cetera qui sont développés Ouais. et je pense que ça peut aider, beaucoup de personnes effectivement qui n'ont pas forcément le temps finalement, tu vois, de faire une prospection. Donc j'ai envie de dire, mieux ça que rien du tout. Après, moi, je rejoins Clem sur le côté vraiment c'est vrai qu'aujourd'hui avec tout ce qui est, notamment digitalisation, on perd un peu le côté humain, Ouais. humanisation et moi je suis très adepte en fait de la vente vraiment relationnelle et oui, ça peut être OK de notamment de pourquoi pas automatiser le premier échange, tu vois, le premier Mmh. contact, parce que forcément, on ne Tout peut à pas non fait. plus, tu vois, tout faire soi-même. Mmh. Mais après, j'aime bien également me dire que je suis au contrôle finalement de la discussion, de ce qui se dit, et de pas juste laisser une intelligence artificielle échanger, on Ouais. va dire, à ma place, des idées des fois qui sont pas forcément les miennes, tu vois. Moi, j'aurais tendance à considérer que la bonne réponse, elle est un peu mixte, dans le sens où il faut comprendre comment se passe une bonne prospection. Donc effectivement, il y a rien de plus puissant que l'humain, le H to H, human to human, on est d'accord? Hem, mais à un moment donné, par exemple, pour aller chercher de l'information sur ton prospect, ouais, alimenter un CRM et cetera. À un moment donné, faire intervenir de l'IA, tu vois? Une espèce de solution mixte qui n'empêche pas de développer la compétence prospection, mais qui à un moment donné te soulage sur un travail qui peut être quand même, très pénible et chronophage si tu le fais à la main, quoi. Yes, donc Mathieu, teste, délègue la prospection à l'IA. Si toi, tu ne le fais pas du tout, dans tous les cas, ce sera mieux que rien, comme je Mmh. disais. Et Oui. puis après, vois ce qu'il en est, est-ce que les résultats sont pertinents. Moi, je te dis, je teste Human Linker là actuellement. Après, j'ai quelques outils, sur lesquels je suis en mode, gratuit. Je sais que, par exemple, j'utilise un peu Waalaxy, j'utilise un peu, des choses comme ça, où il y a un petit peu d'IA. C'est pas le cœur, ça reste un outil d'automatisation, mais il y a un petit peu d'IA qui commence à être intégré à l'intérieur. De toute façon, ça va être de plus en plus des outils d'automatisation avec de l'IA dedans, en fait, hein, et toi, en tant qu'humain, pour superviser et juger la qualité des propositions. Juger la qua J'étais très surprise d'ailleurs, j'ai repris récemment mon message, d'accueil pour les nouvelles personnes que j'invite sur, LinkedIn. Donc j'envoie un message d'accueil et en fait, j'envoie une vidéo d'accueil à l'intérieur. Donc la personne, elle reçoit un message d'accueil plus une vidéo et au moment où j'ai fait mon message, j'ai une IA intégrée à Waalaxy qui a analysé mon message et m'a fait des, préconisations. Et j'étais super surprise parce qu'avant ça existait pas. Et il y a eu des préconisations du genre: «Non, mais vous remettez votre nom à l'intérieur alors que le nom il est au-dessus, ça sert à rien, ça doublonne». Donc j'ai enlevé mon nom, par exemple, tu vois? Des trucs comme ça. La formule de politesse, pareil, c'est contre-productif et tout. Et le truc, c'est que j'aurais des améliorations dans mon message, automatisé d'accueil. Alors j'ai
j'ai mis en œuvre les préconisations et je me suis dit: «Bah, voilà, en fait, c'est comme ça que ça va se passer entre un humain, une automatisation et une IA, finalement». Mmh. Ouais. Human Linker, je teste, c'est en cours et ça extrait, en fait, ça fait un peu de scrapping. Toi, Mathieu, qui a un profil assez tech, ça fait un peu de scrapping de profil et puis ça va chercher de l'info. Enfin, c'est intéressant. On vit une période qui est vachement intéressante sur ces sujets-là. Mais en tout cas, ça ne remplace pas l'humain. Parce que si tu laisses la machine, complètement autonome sur le truc, ça va pas donner quelque chose de de formidable. Donc faut quand même, garder un humain qui supervise. Heu, alors on a David qui nous dit: «Dans quel ordre suggérez-vous le développement du business?» Quel business? J'imagine, VA, DM? C'est ça? Bah, ce que je conseille en tout cas, si on se lance en tant que community manager, assistante, virtuelle, Mmh. mais c'est valable pour beaucoup de métiers, dans la prestation de services. Je vous conseille de commencer à réfléchir d'abord par déterminer la cible et l'offre. À qui on s'adresse? Quelle va être la cible de client? Et aujourd'hui, quand on se lance, faut pas se leurrer, vouloir cibler tout le monde, c'est cibler personne. Donc c'est important d'avoir une cible, ce qui permet de se démarquer en fait, hein, des autres acteurs du marché. Ensuite, en face, mettre, bah, la bonne offre avec une promesse de vente cohérente, le contenu. Si jamais vous sentez pas encore hyper à l'aise, pourquoi pas même faire une mission test pour gagner confiance en soi et avoir un premier témoignage client. Ensuite, développer sa communication sur les réseaux sociaux pour être visible, puis après aller prospecter pour aller chercher, des clients et ensuite, développer son activité, structurer son chiffre d'affaires, ses process et pouvoir continuer à avancer, quoi. OK. Oreille, pareil en termes de process, développement business, tu dirais quoi? Ça me permet du coup de rebondir sur la contribution que David a faite tout à l'heure, par rapport notamment au fait que pour développer un projet, en fait, il y a plusieurs étapes. Donc lui, il avait partagé notamment le fait que, imaginons que tu as envie de faire de la publicité. Bah déjà, il faut idéalement avoir un budget. Sauf que si tu démarres et que tu as pas de budget, donc déjà, il faut Mmh. obtenir un Mmh. premier, notamment, client ou ses premiers clients pour Mmh. générer du chiffre, tu vois? Et donc pour ça, forcément, ça va nécessiter de prospecter. Donc finalement, OK. de valider le product market fit. Mmh. Et donc pour ça, il faut idéalement créer une première offre, tu vois, une première proposition Ouais. commerciale. Et pour ça, l'idéal, c'est de clarifier forcément son positionnement qui est adapté à ses projets et à ses objectifs. Donc finalement, on part toujours finalement de la fin, entre guillemets. C'est qu'est-ce que tu veux concrètement? Toi, par exemple, qui te lance dans l'entrepreneuriat, toi qui as un projet de reconversion, ou toi qui es entrepreneur et qui veux passer à un autre niveau, déjà, c'est quoi l'objectif? Et à partir de là, on fait ce qu'on appelle le reverse engineering. On commence par la fin pour remonter sur toutes les étapes qui permettent notamment de te lancer efficacement. Et c'est vrai que des fois, on sous-estime tout ce qu'il faut pour pouvoir notamment atteindre tel ou tel objectif. Ouais, c'est clair. Ah, on a Chieb, je suis désolée si j'écorche ton prénom, qui nous dit: «Il faut essayer les agents IA». On a Mathieu qui apparemment a très envie d'essayer ces solutions, automatisées. Thanks, je check le site. Très bien. Très bien Mathieu. Les filles, est-ce que vous utilisez des outils d'automatisation, de prospection? Est-ce que vous utilisez l'IA ou pas? Moi, j'ai déjà utilisé, Wallaxy sur l'automatisation. J'ai pas mal utilisé depuis, plusieurs années même, même son ancêtre, Prospectine et je trouve que c'est Mmh. vraiment un bon outil. Après sur l'IA, moi dans mon usage quotidien, j'utilise classiquement ChatGPT et voilà. Mmh. D'accord. Oreille, tu utilises des Alors, tools? Tu veux en parler ou moi, peut-être tu veux pas en j'ai parler? déjà utilisé effectivement Wallaxy, mais à petite dose, on va dire. Sinon, Sales Navigator, surtout quand j'étais sales pour le coup, Mmh. et ChatGPT effectivement au quotidien pour mes actions. Ouais, c'est Mmh. sûr. Vous avez des GPT, associés, j'imagine. Clem, hop, on va repasser en mode A2. Voilà, imagine, donc je vais désactiver temporairement Ouh! Oreille qui est appelée, par ses charges des familles. Donc moi, je suis un peu perdue. Je me dis: «Tiens, je me reconvertirais bien en tant que VA ou community manager». On a assez peu parlé de Ouais. community manager. Mais j'hésite, je sais pas par où commencer. Qu'est-ce que tu me dirais? Alors, pour une reconversion complète, je dirais que, bah, ce qu'il faut, c'est déjà choisir, un accompagnement. On accompagne sur la partie métier. Mmh. Ça, c'est important si on veut monter en compétences, sauf si c'est, une reconversion de juste passer du même métier qu'on faisait en salarié
et qu'on le fait et qu'on souhaite le faire en freelance, dans ce cas-là, selon moi, il suffit de se former sur la partie vente. Donc Mmh. définir sa cible, son offre, la stratégie de communication et de vente pour aller chercher ses premiers clients. Mais si vous partez vraiment de zéro, il faut faire un programme qui inclut aussi la partie métier. Moi, par exemple, dans mon coaching destination assistante virtuelle, on accompagne aussi les filles sur la partie métier pour qu'elles puissent, monter en compétences, et savoir comment accompagner leurs clients. Dans ce cadre-là, je recommande aussi, avant de vendre ses prestations, d'avoir des missions test, gratuites, simplement pour s'exercer, prendre confiance en soi et du coup, avoir aussi un cas concret à montrer, ce qui va quand même faciliter la vente, hein. D'avoir une étude de cas, d'avoir, voilà, un témoignage client et ensuite de déterminer du coup sa cible, son offre, comment on va communiquer sur quelle plateforme et sa méthode de prospection et après de se mettre des objectifs journaliers, par exemple, prospecter 10 personnes par jour, faire 3 posts par semaine, se montrer tous les jours en story et cetera. Dans l'objectif du coup de générer d'abord des appels découvertes, puis après de réussir, à signer ces appels découvertes, en clients. Mmh. D'accord. Comment on peut te joindre? Où est-ce qu'on peut te joindre? Alors, on peut me joindre du coup, je pourrais partager aussi mon lien Calendly, on peut prendre un Ouais. appel avec moi. Mmh. Je suis très active sur Instagram au nom de Clémentine Hedon, Hedon avec un H, Mmh. Hedont. Je partage du contenu tous les jours en story, des publications aussi quotidiennes, voilà, des conseils, des lives et je suis très active dans mes DM. Également sur LinkedIn, idem sur Clémentine Hedon, je partage du contenu et enfin dans ma newsletter aussi, je partage, du contenu et récemment, je me suis mis aussi sur, YouTube où, je partage des vlogs et des vidéos conseils, des vidéos éducatives et des interviews clients. Génial, je savais pas que tu étais sur YouTube, C'est sinon récent. je t'aurais proposé de plugger, le live. On aurait pu être en live, simultanément sur mon YouTube, J'ai sur ton YouTube. j'ai pas encore beaucoup d'abonnés, là, j'ai 280 abonnés, sur YouTube. C'est un peu, le démarrage, on va dire. Ouais, ça va venir, il faut commencer, t'inquiète pas. C'est ça. Ça va vite grimper. Bon, les amis, on arrive plutôt à la fin du live. Oui. Donc si vous avez des questions, à poser à Clémentine, éventuellement à Oreille qui je pense va revenir. Ah, Oreille revient. Oreille revient, Oreille revient. Alors attends, je vais essayer de le mettre de Hello manière back. un peu plus agréable. Voilà, c'est mieux. Hem Donc tu es de retour, on arrive vers la fin du live et j'ai invité les gens à poser leurs dernières questions. On rappelle qu'il reste 4 places dans le programme de, Clémentine. On rappelle Destination Girl Boss, voilà. l'objectif, ça va être de générer un maximum de ventes en 3 mois et d'avoir la bonne stratégie pour, que vous puissiez vivre confortablement de votre activité, notamment pour les pros de la com, mais pas que. J'ai notamment des travel planners, consultants, coachs, recruteurs dans ce Mmh. programme aussi. Donc, on peut échanger avec vous sur vos problématiques en vente, pour voir, si ça correspond tout simplement, à vos attentes, à votre besoin. Mmh. Oreille, challenge, semaine prochaine. Exactement. Donc, semaine prochaine, du mardi 6 mai au jeudi 6 mai, challenge spécial pour les femmes entrepreneurs ambitieuses. Donc, tous Mmh. les hommes de ce live qui regardent en replay ou qui sont avec nous en live, n'hésitez pas à voilà, inviter vos collègues féminines entrepreneurs à participer à ce challenge offert pendant lequel voilà, je vais partager pas mal de valeurs pour les aider à booster vraiment leur activité et à faire de la vente un jeu. Mmh. Et moi je rappelle que, actualité donc fin de promo sur Skillflix, la plateforme, qui permet de monter en compétences, sur, les compétences clés du web. Bientôt le sommet de la reconversion et bientôt aussi de l'actualité, suivez, mes réseaux en lien avec le SEO, le Mmh. référencement web, notamment en partenariat qui se profile avec Emmanuel Bismuth, qui est, le gros ponte du SEO en francophonie. Mais je Mmh. vous en dirai plus tard. Pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus. Mais suivez les réseaux. Bravo les ladies, beau live, j'ai aimé, au plaisir, nous dit Jean-Cyril. Merci Jean-Cyril. Merci beaucoup. Audrey qui nous dit: «Les appels découvertes sont-ils une stratégie indispensable?» Est-ce qu'on est obligé de faire des appels découvertes? Pour moi, ça dépend de ton activité. Si par exemple, tu vends juste un produit digital,
formation en ligne à petit prix, c'est pas indispensable. Tu peux ne pas faire d'appel. Si tu vends, pareil, des séances, à 50 € et cetera, tu vas pas faire un appel découverte pour ça. En Mmh. revanche, si tu vends, des offres, des prestations de services, voilà, qui sont, complètes, mensuelles, à des prix, je sais pas, par exemple, à 500 000 € le forfait ou des accompagnements à plus de 1 000 € et cetera. Dans ce cas-là, selon moi, oui, il faut, un appel découverte. Donc tout dépend, c'est à adapter selon ton activité. Mmh. Oreille, appel découverte? Qu'est-ce que tu en penses? Comme a si bien, souligné Clem, ça dépend vraiment de son activité. Non, c'est pas indispensable. Maintenant, si tu es dans l'accompagnement, je dirais oui, c'est préférable, tu vois? Parce que, si tu es amené à accompagner des personnes, notamment toutes les personnes qui sont formatrices, qui sont coachs, qui sont expertes et qui ont besoin justement, de pas juste délivrer un produit, mais vraiment délivrer un service avec une relation humaine. À Mmh. ce moment-là, c'est pour moi, c'est super intéressant de se dire que je vais avoir au téléphone la personne avec laquelle potentiellement je vais travailler et ça me permet de la découvrir, de la qualifier, de savoir avec qui j'ai envie ou pas finalement de travailler. Donc après, en fonction de ton secteur d'activité, appel découverte ou pas, c'est toi qui vois ce qui est le plus pertinent, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui permet vraiment de faciliter les ventes. Tu vois, juste pour donner un petit ordre d'idée, je crois que c'était en fin de semaine dernière, j'ai une personne avec qui j'ai échangé au téléphone qui essayait en fait de vendre sa formation. Bon, ok, sa formation était accessible, hein, on va dire à 600 €, mais c'était sur une niche finalement qui n'est pas très connue, en webinaire, sans passer par des appels de vente, et résultat, pas beaucoup de conversions. Et je lui disais, ben, en fait, à la fin de ton webinaire, plutôt que de vouloir vendre directement ta formation, propose plutôt un appel avec toi. Et à partir de l'appel, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu peux vraiment aller creuser c'est quoi les peurs de la personne, c'est quoi les objections, c'est quoi ses croyances limitantes. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'est pas prête finalement à passer à l'action? Chose que tu n'as pas quand tu essayes de vendre directement sans, tu vois, cet entretien Mmh. téléphonique. Donc voilà, en fonction de ce que tu fais, ça peut être pertinent. Ouais, c'est vrai que, bah, tu pas la réacti enfin, tu beaucoup moins de réactivité quand même, quand tu pas d'appel découverte. Après, tu as des profils très introvertis qui aiment pas ça. Donc là, voilà, si tu perçois que tu arrives à faire un profil comme celui-là, c'est vrai que c'est pas mal de faire ça, puis d'apprendre à closer, en fait, par message. Ça arrive. Ça m'est déjà arrivé, selon effectivement, les profils. On a des remerciements, pas mal de remerciements Merci pour le Laurence. live. Laurence, Audrey, C'est Philem, Mathieu, Jean-Cyril, c'est cool. Si vous avez une dernière question, c'est le moment. Je vais aussi, en ce moment, je publie pas mal sur la reprise d'entreprise parce que j'ai fait 1 ou 2 posts. Donc si vous êtes intéressé Mmh. par la reprise, suivez mon compte. Je partage de l'info avec des liens, puis c'est très concret et très activable, avec des tips. Parce qu'en fait, j'ai commencé à publier un peu sur la reprise d'entreprise, sachant que je fais de l'accompagnement à la création, reprise d'entreprise aussi. En plus des bilans de compétences, moi je fais pas mal de trucs au cabinet et en fait, quand j'ai commencé à publier, j'ai eu des touches avec des très gros entrepreneurs, dont un qui m'a dit: «Ah là, tu as une énorme verticale sur la reprise d'entreprise, tu te rends pas compte en France et tout» et il m'a encouragée en fait à continuer, donc je fais une série sur la reprise d'entreprise, puis je vois si ça intéresse Mmh. beaucoup les gens ou pas. Donc OK. avec effectivement, un discours adapté au marché français. Donc les dispositifs Mmh. qui existent en France, les particularités françaises, tu vois? Je veux pas juste, en fait, copier-coller le discours américain, tu vois ce que je veux dire? Du truc, mais plutôt aller Mmh. chercher, voilà, en France, où on en est. C'est vrai qu'en France, bah, on n'a qu'une, entreprise viable sur 4 quoi, qui a à reprendre, qui trouve repreneur et j'ai eu récemment en plus, j'ai, un contact avec un vendeur, d'une entreprise qui disait: «J'ai essayé plusieurs fois de vendre mon entreprise» et son entreprise est largement très viable, quoi et il disait, les gens qui veulent, reprendre, ils ont des attentes complètement délirantes, en fait, tu sais, en termes de ROI et Mmh. tout, les mecs, ils voient les chiffres, la viabilité semble, carrément ne pas, suffire, c'est un peu fou. En tout cas, le marché français est pas très mature sur la reprise. Il y a vraiment quelque OK. chose, à faire. J'irai voir tes posts, Nathalie. Bah, viens voir mes posts et je pense que tu apprendras des choses sur les derniers. Sûrement, c'est sûr. Remonte un peu, les fils, tu vas voir, c'est intéressant, mais moi-même en le faisant, j'apprends des choses sur la reprise, d'entreprise. Mmh. Parce que je suis obligée de creuser du coup les sujets et j'apprends l'existence de certains dispositifs. En général, je vous mets les liens et tout, vers les sites officiels pour que les gens vraiment ils aient les ressources, quoi. Mmh. Voilà, voilà. Trop Plus de cool. questions? On Yes, je s'arrête là? pense qu'on a Et fait, bah, on a c'est fait le très tour. bien. Yes. Mmh.
Merci encore Clem pour ta présence. Merci à vous les filles. Pour cette belle Merci interview. beaucoup. Merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés en live. Merci par avance à toutes les personnes qui regarderont le replay. N'hésitez pas à nous mettre #replay dans les commentaires. Et puis, on se retrouve le mois prochain pour la prochaine émission, qui sera la 5e. Ça passe hyper vite. Ouais, la 5e, c'est fou, hein. Mais c'est bien, on s'y tient, vous avez vu, on s'y tient. Puis alors, je vois qu'aux inscriptions, il commence à y avoir de manière récurrente les mêmes personnes. Donc, il y a des gens qui viennent à chaque fois. Parce qu'en fait, je sais pas si tu sais, Clem, on demande aux gens de s'inscrire avant, s'ils veulent venir. Et du coup, je vois les noms. Et les inscrits qui n'ont pas pu venir, je leur envoie le replay en général. Sympa. Tant qu'ils sont pas trop nombreux. Parce que si j'ai 2000 personnes, j'aurais pas le temps. Je le fais à la mano pour le coup. J'envoie le. Alors, petite question technique. Les filles, je vous envoie du coup le replay pour vos chaînes YouTube. Vous voulez la vidéo? Moi, elle y est déjà parce que j'ai. T'as plugué ton réseau? Plugué YouTube, yes. Ok. Clémentine, tu ouais, pourquoi pas, je veux bien. Ou si tu veux faire des... Ah, il y a Team Replay, Ingrid. Coucou Ingrid. Ah, Ingrid, elle va regarder en replay. Autre question, Clémentine, tu as une émission radio qui passe chaque semaine sur la reconversion. Ok. Est-ce que tu es ok pour que je fasse dans ce live-là un cut de un peu moins d'une demi-heure, que ça passe à la radio dans le Périgord, du coup? Avec plaisir, pas de souci. Bah, du coup, tu vas passer à la radio. Aurélie, t'es ok aussi? Of course. Of course. Bon, bah voilà, il y aura un extrait qui passera à la radio, qui sera anglais, ciblé sur la partie reconversion. On a une question là-dessus, donc ça s'appelle Nouvelle Perspective et ça passe sur RLP 102.3. Radio Libre Périgord. Radio Libre Périgord. Ingrid, elle nous dit, je viens d'arriver, j'ai loupé le plus intéressant, je pense. Bah oui, Ingrid, tu vas devoir revoir le replay. Et si vous avez aimé ce live et que vous pensez que ça peut intéresser des gens qui envisagent d'être VA, Virtual Assistant ou Community Manager et qui seraient susceptibles d'intégrer le programme de Clémentine, eh ben, renvoyez-leur ce live. On est d'accord? Comme Ingrid qui a déjà pris sa place. Ah, super. Allez, envoyez-leur le live. Partagez. Quand on aime, on partage, les amis. Ah, Ila nous dit bonjour et merci à vous trois. Sujet très intéressant. Ila, j'ai l'impression que tu es arrivée plutôt vers la fin aussi. Ila, ça fait partie des personnes qui est là à chaque live. Je te reconnais. Commence à y avoir les habitués. Bon, les filles? Eh ben, merci pour tout, Nathalie, Oureille, et puis à très vite. Toutes. Merci Clémentine, merci Oureille. Un petit mot de la fin? Un petit mot de la fin, passez une excellente suite d'après-midi, hein, et puis on se retrouve le mois prochain pour la prochaine émission avec un nouvel invité. Et d'ici là, continuez à entreprendre, vendre. On va probablement parler référencement. Yes. Naturel. Ça va fort probablement parler SEO. Voilà. Ok. Ciao, ciao. Et merci d'être présent. Ciao.